Alors, pour prendre la suite des constats qu'on a fait depuis ce matin, on a bien vu que la première limite de l'égalitarisme, c'est de ne pas mener à l'égalité. Et le tableau que vient de dresser Chantal du fanatisme de l'inégalité, vous l'avez dit, montre que il faut réfléchir vraiment à faire évoluer ce paysage éducatif qui, comme on l'a dit ce matin, non seulement est un mauvais statu quo depuis 30 ans, mais en plus génère beaucoup d'effets pervers. Alors, on a intitulé cette table ronde « Contre le déclin d'école, on a tout essayé », par référence avec ce qui se disait il y a 30 ans, c'était ce que disait le président de la République, François Mitterrand, sur le chômage. Il disait avec une espèce de résignation un peu sincère, vous savez, contre le chômage, on a tout essayé. Bon. Et puis on s'est rendu compte depuis que, en libéralisant un peu, Olivier Babot, je parle sous le contrôle de l'économiste, en libéralisant un peu le marché du travail, on a quand même significativement abaissé le niveau du chômage structurel en France. Un peu. Donc peut-être qu'en libéralisant un peu ce paysage éducatif surrégulé, comme on l'a vu ce matin, on améliorerait aussi la situation. En tout cas, c'est notre débat aujourd'hui de voir dans quelle mesure on peut tenter ce pari. Et je le disais ce matin, le pari de la liberté, il est toujours un peu fou en France parce qu'on a une méfiance instinctive face à la liberté qu'on considère comme étant naturellement inégalitaire. Et on l'a vu depuis nos échanges de ce matin. Alors pour cela, nous avons 2 puis 3 intervenants dont nous sommes très fiers de réunir, puisque ce sont des habitués des plateaux de télévision et par ailleurs même des auteurs de best-sellers. Alors je le dis dans la maison de Sino Del Duca, qui était un grand éditeur, que vous avez peut-être croisé si vous êtes allé sur la terrasse, il est là. Et donc il aurait sûrement été heureux de vos tirages. Et qui sont aussi 2 universitaires ou anciens universitaires. Mathieu Bocoté, vous avez été universitaire à Montréal. Vous êtes aujourd'hui toujours sociologue et auteur et journaliste, principalement en France, et on est heureux de vous avoir. Et Olivier, économiste, universitaire, je crois, à Dauphine avant et à Bordeaux, directeur de l'Institut Sapiens, et qui représente une branche de ce que je pourrais appeler l'école libérale en France. On peut dire ça ? Très peu nombreux. C'est l'avantage. On est peu nombreux, mais en bonne compagnie. C'est ça, voilà. Et donc, on voudrait avoir vos points de vue à tous les deux, et ensuite Bérénice Leven nous rejoindra avec un point de vue plus de philosophe, pour savoir ce que ça pourrait représenter que de tenter la liberté. Comment est-ce qu'on peut, avec vos points de vue de spécialistes convergents, comment est-ce que à quoi ça pourrait ressembler un paysage éducatif où on tenterait cette liberté pour un économiste sensible à l'innovation, quand on voit qu'il y a des dysfonctionnements dans une organisation qui est très régulée, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut déréguler? Est-ce qu'il faut réguler à plus? Comment est-ce qu'on peut développer la liberté sans tomber dans la marchandisation de l'éducation, dans ce qu'on appelle l'école à plusieurs vitesses, mais on a bien vu qu'en fait elle existait déjà, et elle est même peut-être plus forte en France qu'ailleurs. Quel est le point de vue de l'économie sur cette évolution? Peut-être si on peut commencer avec toi, Olivier. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre invitation. En effet, j'ai gardé de l'université Paris 8 de Vincennes-Saint-Denis, où j'ai été affecté quelques années après la grande agrègue, après la deuxième agrègue, en 2009, le souvenir des tracts qu'on m'y distribuait le matin quand j'arrivais. Donc c'était des tracts, j'étais toujours frappé au coin du bon sens. Et alors l'un d'eux, je m'en souviens très très bien, et je regrette de ne pas l'avoir photographié parce que ce serait devenu, je l'aurais affiché dans mon salon, mais c'était une statistique extraordinaire. Nous savons que, je sais pas quoi, 80% des gens qui sont diplômés ont un emploi, donc, et que très peu de gens sont au chômage. Donc, il faut donner un diplôme à tout le monde. Camarades, rejoins la lutte. Et je me souviendrai toujours effectivement de tout ça. Alors, parmi toutes les grilles de lecture qu'il y a sur la situation de l'école, on peut s'amuser à essayer d'avoir une grille de lecture économique. C'est-à-dire une grille de lecture en termes de marché, de perfection et d'imperfection du marché. Alors évidemment, vous allez voir, l'idéologie n'est pas très très loin. On va gratter pas très rapide, pas très profond, et on va tomber dessus. Mais en termes de marché, il y a, vous savez, ce qui justifie l'existence d'un État, si on est au-delà de la théorie du contrat social, c'est le problème des défaillances de marché. C'est-à-dire le fait que quand vous allez laisser les volontés individuelles s'échanger, vous allez arriver à ce qu'on appelle des imperfections qui peuvent être parfois assez graves. C'est ça qui peut expliquer qu'on imagine qu'il faut produire des biens culturels qui sont collectivement intéressants parce qu'ils produisent ce qu'on appelle des externalités positives. C'était également vrai pour l'éducation, car
cette externalité positive qui est le fait d'avoir des gens éduqués, externalité qui est d'ailleurs qu'on peut retrouver en politique. Vous avez des gens qui vont voter de façon plus éclairée, évidemment des travailleurs qui vont être plus efficaces. C'est collectivement utile, mais personne individuellement, si vous laissez théoriquement le jeu du marché, n'aurait intérêt à le faire. Et puis c'est un marché compliqué, parce que normalement dans un marché, le prix va permettre de révéler la qualité du produit, alors que dans l'éducation, on ne sait pas très bien la qualité de l'enseignement, exactement ce que la capacité d'apprentissage de l'élève, la volonté même des parents est pas très très claire. Il y a beaucoup de choses qui font que ce marché est un marché extrêmement imparfait et qui a très rapidement justifié de la part de l'État une prise en charge. Alors vous savez très bien qu'en réalité elle est très très hypocrite, car cette prise en charge est avant tout historiquement, si on s'intéresse, une prise en charge idéologique de contrôle. De la même façon, vous savez, quand on a voulu que les ouvriers aient un jour de repos le dimanche, c'était pour une très bonne raison, il fallait qu'ils aient un jour de repos, que ça soit le même jour, parce que comme ça on pouvait contrôler. Car sinon, c'était un petit peu tout le temps et ça n'arrangeait personne. Donc quand on a mis ça un même jour, c'était pour une vision une volonté de contrôle social. Comme vous savez, c'est pour ça aussi que les routes sont très larges chez Haussmann. Le but est toute droite, car le but était de pouvoir donner la canonnade beaucoup plus facilement. Et ben, quand on a pris en charge l'éducation vers la fin du XIXe siècle, c'était pour des raisons évidemment théoriquement philanthropique et puis utilitaire socialement de diffusion de l'apprentissage, mais aussi de contrôle très très rapidement. Et comme vous l'avez très bien dit, Madame Delseul, évidemment, c'était un contrôle avant de l'Église. Il s'agissait de transférer le catéchisme vers le catéchisme républicain. Souvenons-nous aussi que si Napoléon a créé les grandes écoles, c'est parce que justement il n'était pas content de la façon dont il contrôlait l'université. L'université était beaucoup trop indépendante à son goût, et donc il a essayé de créer une sorte de contre-feu. À partir de là, évidemment, s'est développée une sorte de prise en charge toujours plus forte, toujours plus importante par le contrôle de l'État, qui crée ce que le regretté Michel Crozier avait très bien remarqué, c'est le cercle vicieux bureaucratique. Donc, le sociologue Michel Crozier avait bien remarqué que la bureaucratie créait des difficultés, créait des problèmes de coordination auxquels on répondait par plus de bureaucratie. Et que nous étions donc dans un cercle vicieux. C'est exactement ce qui se passe pour l'éducation comme pour un marché qui lui ressemble un petit peu, c'est l'immobilier. L'immobilier, plus le marché est imparfait, plus il est problématique, moins il fonctionne, plus il est embolisé, plus, à cause des réglementations, plus on réglemente. Voilà, c'est la logique française, et on n'a en effet jamais essayé la liberté à aucun moment. Alors, pour une bonne raison, c'est qu'en effet, comme vous l'avez rappelé, en réalité, on est fondé sur deux points de vue idéologiques qui, à mon sens, sont profondément faux. Le premier, c'est le fantasme de la table rase. Vous savez, la fameuse blank slate de Steven Pinker. Hein. C'est l'idée que nous naissons tous comme des tablettes de cire et que c'est uniquement la vie qui allait se charger de faire de nous ce que nous sommes. Et il n'y avait aucune prédétermination et donc aucune inégalité au départ. C'est la première erreur absolue. Et puis la deuxième, évidemment, c'est la vulgate bourdieusienne qui explique que nous n'existons pas tellement par nos volontés propres, mais nous ne sommes qu'une forme de jouet, n'est-ce pas, de la société, que si nous réussissons ou si nous échouons, c'est parce que nous sommes le fruit d'un système, n'est-ce pas, que tout est systémique, que ce système décide de nos succès comme de nos échecs. Dès lors, il s'agit juste de jouer sur le système. La volonté humaine n'est pas très intéressante. Et sur le sens de l'effort, il y a un livre justement qui s'appelle, je crois, Le sens de l'effort, je crois, d'une sociologue qui a très très bien montré que dans la vision sociologique française, on considère que en fait, l'effort n'a pas réellement de place. Car Bourdieu n'a jamais vraiment expliqué comment la domination se faisait, mais enfin, il a un petit peu suggéré qu'il y avait un côté un peu magique de transmission, de diffusion, disons, n'est-ce pas, de la domination. Voilà, vos rejetons héritent de la domination. Alors, il y a un peu de capital social, on a compris qu'il y avait des réseaux, il y avait un peu de culture, mais on ne comprend pas très bien comment ça se fait. Alors que quand on regarde concrètement ce qui fait la détermination des différences, il y a une inconnue dans l'équation, en tout cas il y a un aspect de l'équation qui est totalement nié par notre système, c'est l'effort. C'est-à-dire que c'est le fait qu'à un moment donné, vous avez transmis des disciplines de travail sur soi, de l'autodiscipline. Ce qui peut expliquer que des minorités d'origine asiatique, par exemple aux États-Unis, arrivaient avec rien,
avec 0 gagnent en majorité beaucoup plus que les minorités blanches, pour ne pas parler des autres, alors qu'évidemment elles sont arrivées au départ avec absolument rien. Cette culture de travail, évidemment, à partir du moment où vous l'avez enlevée de l'équation, vous ne cherchez pas à la remettre dans l'école. Vous estimez que tout est un système, il faut absolument casser autant que possible les signaux qui pourraient déranger votre volonté d'ingénierie sociale créée par l'école, et ça c'est tous les signaux évidemment qui viennent des familles qui vont apporter leur désagréable influence culturelle, n'est-ce pas? Et donc c'est l'écrêtement par le haut et donc l'égalisation par le bas, avec cette idée complètement incroyable à un moment donné qu'on a pu expliquer aux parents, surtout ne faites pas travailler vos enfants après l'école parce que tout le monde ne le fait pas, et donc vous créez des inégalités. Donc c'est évidemment très très méchant. Et non, mais on a même vu dans le même ordre d'idée, ne lisez pas à vos enfants le soir quand ils sont petits. Parce que tout le monde ne lit pas à ses enfants, donc vous créez un avantage qui est vraiment injuste. Et contre ça, l'idée c'est que l'école va essayer de créer cette ingénierie sociale où on va ingénérer l'élève et qui va pouvoir, à partir de la table rase, pouvoir être exactement celui qu'on avait envie qu'il soit, en éliminant au maximum l'effet des familles. Alors la solution, en effet, qu'on n'a jamais tentée, c'est celle de la liberté. Alors, évidemment, cette liberté, elle n'existe quasiment plus. De la même façon que dans l'immobilier, c'est de moins en moins. Dans les écoles, c'est une volonté éperdue d'empêcher les parents de faire réussir leurs enfants. C'est-à-dire que c'est de plus en plus cher, c'est de plus en plus dur d'essayer d'échapper à la faux impitoyable de l'État. Donc on a bien compris, ça fait longtemps qu'on est parti dans le public, dans le privé, n'est-ce pas? Le privé qui, il faut le rappeler, coûte pour chaque élève 2 fois moins cher qu'un élève du public. Donc, c'est toujours cet argument quand on nous explique qu'il faut absolument. Moi, j'ai vu des gens très, très sérieux, des professeurs d'université, expliquer que c'était anormal qu'il y ait du privé, que ces écoles privées prenaient l'argent de l'école publique. Je leur ai expliqué que ces enfants, aujourd'hui dans le privé, demain, il faudrait bien donc que le public les pris sous leur aile si on supprimait le privé, et qu'à ce moment-là, ça réaliserait mécaniquement une explosion du coût de l'éducation qu'on ne pourrait pas se permettre, puisque c'est 2 fois moins cher aujourd'hui. Ces élèves vous coûtent 2 fois moins cher. Et l'autre chose qu'ils avaient beaucoup de mal à comprendre, les parents, quand je leur explique ça, c'est qu'aujourd'hui, un parent qui met ses enfants, fils ou fille, dans le privé, il paye 2 fois. Il paye à travers ses impôts, et puis il paye à travers ce qu'il met en plus, et a fortiori s'il est dans une école hors contrat. Là, il paye beaucoup, beaucoup. Donc c'est une sorte de don volontaire qui devrait être salué, récompensé. Il faudrait quasiment une sorte de médaille, n'est-ce pas, pour récompenser cet effort extraordinaire. Alors quelle serait la solution complètement dingue, tellement dingue qu'elle n'a évidemment jamais été tentée? Ce serait la liberté. La liberté pourquoi? Essayer de remettre du signal dans ce marché. Le signal, par exemple, sur la qualité des enseignants. Ça voudrait dire qu'il faudrait être capable d'évaluer les enseignants, qu'au bout d'un moment, on soit capable de savoir vraiment qui est bon ou pas. La qualité, généralement, de l'équipe éducative, de l'établissement, de ce que le chef d'établissement a voulu créer autour de lui, ce qu'il a réussi à créer. Ça, aujourd'hui, c'est à toute force ce qu'on essaye de supprimer, ce qui est absolument nié. On ne veut pas qu'il y ait cette sorte de signal, puisqu'on veut que les gens soient, par un système complètement opaque, qu'il était déjà, mais qu'il est de plus en plus. Il y a un algorithme aujourd'hui qui va aller mettre les uns et les autres par des systèmes de quotas absolument ahurissants. Et donc, à partir de là, on va créer la meilleure société du monde. Faisons le contraire. Révélons les préférences. Encourageant les parents à se mêler de l'école, mais se mêler d'une bonne façon, non pas en étant trop souvent, comme aujourd'hui, des consommateurs du service d'éducation, mais vraiment des partenaires soucieux de l'intérêt de leur enfant, en essayant de suivre le programme et en essayant aussi d'être partie prenante de ce qui va être déterminant pour l'enfant et dans sa démarche d'apprentissage. Et là encore, je serais suivi par très peu de monde, même l'uniformisation des programmes elle-même pourrait être totalement remise en cause. On sait très bien qu'il est absurde et qu'on le fait semblant, c'est un village Potemkin, l'école, bien sûr, depuis très longtemps. On fait semblant d'enseigner les mêmes choses au même niveau partout en France. Ça, on le sait depuis très longtemps. Mais bien plus, il faudrait être capable de déterminer, a fortiori au moment de l'intelligence artificielle et de tout ce que c'est en train de changer, de déterminer un programme d'apprentissage qui puisse évoluer aussi en fonction de ce qu'on croit juste pour ces enfants dans certaines limites. Cette uniformisation des programmes, elle n'a absolument aucun lieu d'être. Et puis pour terminer, pardon, parce que j'ai sans doute été trop long, Cédric, mais la dernière chose, c'est, bon,
Aujourd'hui, vous payez vos impôts et c'est l'État, dans sa très très grande clarté d'esprit, n'est-ce pas, sa immense sagesse, qui va déterminer, sélectionner les professeurs et même sélectionner à qui, où votre enfant a le droit, théoriquement, d'aller apprendre. Eh bien, créons, enfin, ce qui existe dans d'autres pays, hein, un chèque école, un chèque éducation. Chacun, à partir du moment où il a un enfant, a droit à tant d'investissement, n'est-ce pas, dans l'éducation. C'est sa part sur les impôts que, par ailleurs, il verse. Et évidemment, même s'il ne paye pas d'impôts, il a le droit à ce chèque éducation. Nous sommes tous à égalité. À partir de là, il va aller porter ce chèque éducation vers l'établissement qui lui aura paru le plus convaincant, celui qui aura été attractif parce qu'il donnera les meilleures chances de succès à son enfant. Moi, je ne connais pas de parents qui n'aient pas envie que ses enfants réussissent. On a tous envie du meilleur. Alors c'est vrai qu'il y a des inégalités parce qu'on connaît plus ou moins les arcanes du système. C'est vrai. D'ailleurs, ceux qui réussissent le mieux ne sont pas nécessairement les plus riches, comme vous savez. C'est plutôt les fils de profs, n'est-ce pas, par définition, parce que vous connaissez le système où vous mettez les pieds avec vos enfants. Eh bien, quand une information n'est pas assez... dans un bon marché, quand une information est asymétrique, comme on dit chez les économistes, quand elle n'est pas assez diffusée, quand il y a des effets parfois de rente, parfois de délit d'initié, la solution, c'est pas de créer encore plus de rente et de délit d'initié. La solution, c'est d'essayer de rendre l'information transparente, de la donner à tous, d'obliger à des formes de transparence et d'obliger à ce que les rentes disparaissent. Arriver à révéler les qualités, arriver à ce que les enseignants et les parents s'investissent plus et soient plus au courant du cursus des choix que doit faire l'élève, ça c'est la réponse de la liberté, la réponse toute simple, et pourtant ce serait la réponse plus efficace, et en plus la réponse qui permettrait en réalité l'usage des moyens qu'on met réellement aujourd'hui dans l'éducation de la façon la plus intelligente. Alors je sais que l'éducation n'a pas de prix, évidemment, et comme dit Nietzsche, tout ce qui a un prix n'a pas de valeur, et que c'est évidemment normal que nous mettions le plus possible dans l'éducation, mais enfin à un moment donné, elle a quand même un coût. Et ce coût collectif, autant qu'il soit attribué, alloué de la meilleure façon possible. Et je dis une toute dernière chose, nos professeurs ne sont pas assez payés. Ils ont été paupérisés. Un professeur d'université, autrefois, il gagnait la même chose qu'un conseiller d'État. Aujourd'hui, un conseiller d'État, il gagne 3 à 4 fois ce que gagne un professeur d'université. Pourquoi ? Parce qu'on a massifié. On a massifié comment ? Au prix de la paupérisation, de la prolétarisation de tous les professeurs, en passant évidemment par le primaire, le secondaire et maintenant quasiment jusqu'au supérieur. Ben, on a acheté la masse au profit, en dépit malheureusement de la qualité. Il faut absolument revenir sur ce phénomène. Il faut être capable de payer bien mieux, c'est probablement au moins le double. Je ne parle pas pour les professeurs d'université, ça paraîtrait employé pro domo, mais au moins le double pour les professeurs du secondaire. Au moins le double. C'est quand même incroyable que ça ne déclenche pas une révolution nationale, le fait qu'on n'arrive plus à trouver de professeurs et qu'il n'y ait plus de gens dans les concours et qu'on soit obligé de recruter à combien 4 ou 5 de moyenne. Donc c'est absolument tragique. Et là aussi, remettre du marché, c'est remettre de l'incitation. Il faut oser. Évidemment, les gens disent, voyons, on n'est pas professeur pour l'argent. Mais bien sûr qu'ils iraient tous faire autre chose s'ils voulaient vraiment gagner de l'argent. Mais enfin, il y a un moment donné, il y a quand même une question de représentation, de signal social, de considération, de dignité à travers ce que vous faites. Et aujourd'hui, la dignité, quand vous avez des élèves si difficiles, si mal élevés, si peu éduqués en réalité, puisque c'est à vous de tout faire, si en plus vous n'êtes pas payé, ça commence à faire un petit peu beaucoup, ce qui est assez compréhensible du point de vue des professeurs. Mais j'ai une très grande confiance, en arrêtant de parler maintenant, c'est que tout ce que je dirai ne se fera jamais. Voilà. Merci Olivier. On voit qu'effectivement, avec cette analyse de l'économiste de marché, on voit le bouleversement que ça représenterait. Et donc derrière, ça m'intéresse d'avoir une analyse de sociologue et de philosophie politique, en particulier venant du monde anglo-saxon, qui peut-être a du recul face à notre méfiance face à la liberté. Le monde anglo-saxon. En tout cas, qui n'a pas forcément la même méfiance face à la liberté que les Français et qui peut avoir du recul face à ce républicanisme. Parce que ce qui est frappant dans ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est que tout le monde met un peu ce qu'il veut derrière cette étiquette de républicanisme. On l'a dit, le républicanisme scolaire au XIXe siècle, c'était la démocratisation et l'excellence.
Et aujourd'hui, qu'on est passé au tamis de la, comme tu dis, la vulgate bourdieusienne, qui n'est pas vraiment ce que semblait écrire Bourdieu en matière d'excellence, eh bien, on n'a plus l'excellence, ça c'est sûr, et la démocratisation s'est transformée en un accroissement des inégalités. Donc à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on pourrait, dans votre vision de ce qu'est la culture politique française, provoquer une telle évolution, et est-ce que ça aurait du sens d'essayer la liberté? Mathieu Bock-Côté. Alors, bonjour à tous. Non, vous avez tout à fait, je me permets de le dire, effectivement, je ne prétends pas parler au nom du monde anglo-saxon. D'aucune manière, je travaille très fort à en extraire le Québec autant que possible. Bon, une fois que c'est dit, je confesse, cela dit, ce sera une forme de semi-point de départ, une forme d'incompréhension, de scepticisme, mais davantage d'incompréhension, je crois, à l'endroit de la fascination républicaine telle qu'elle existe en France. Pour moi, la République, c'est un régime où c'est pas un roi. Donc, ça s'arrête globalement là. Donc, le surinvestissement philosophique, existentiel, majusculaire, dans le mot République, c'est-à-dire, vous noterez, hein, les politiques, dès lors qu'ils veulent dire quelque chose avec intensité, sans savoir ce qu'ils disent républicain. Et là, on est censé... Alors, ça veut dire c'est sérieux. OK, d'accord. Alors, non, mon point de départ, ça c'était mon point de départ, je reviendrai sur ça dans un instant. Le point de départ est néanmoins, cela dit, une forme de déception et une nostalgie. C'est-à-dire, voyant la France de loin, mais voyant aussi le Québec de cette manière, j'ai longtemps été accroché au fantasme de ce qu'on pourrait appeler l'école de la Troisième République. Je la voyais à la manière de l'école vers laquelle il fallait toujours revenir. Je la voyais un peu à la manière d'une classe clairement verticale avec un professeur d'autorité, mais tendre néanmoins, une école avec comme ministre de l'Éducation nationale une forme d'Alain Finkielkraut éternelle qui ne pourrait être délogée d'aucune manière de son rôle. Donc, quelque chose qui ressemblait à ça et qui transmettrait à chacun la possibilité d'une culture classique, d'une culture forte, et à chacun ensuite de se l'approprier ou non, tout en sachant qu'il y a naturellement des cancres, tout en sachant qu'il y a naturellement des gens doués, tout en sachant qu'il y a des gens pour qui on ne peut rien faire, tout en sachant qu'il y a des gens pour qui ils vont réussir tout par eux-mêmes, et que le rôle du prof, globalement, c'est de ne pas se laisser entraîner vers le bas par les très mauvais pour lesquels on ne peut rien faire, et de trouver dans la classe les 4 ou 5 ou 6 qui représentent un peu ceux qu'on peut amener un peu plus loin si on leur donne une chance. Donc, enseigner pour les moyens potentiellement bons et les meilleurs sans les oublier, tout en sachant que le cancre, sa principale fonction, si on réussit notre coup, c'est qu'il ne nuise pas. Donc, c'est une forme de point de départ. Or, comme nous tous, j'ai bien été obligé de constater que cette école, Troisième République, à restaurer, eh bien, relevait probablement en bonne partie du fantasme, et même si elle n'était pas pur fantasme, elle ne reviendrait pas. Elle ne reviendrait pas tout simplement, en bonne partie parce que, bon, je reviens sur un élément central, il y a un basculement dont on a probablement parlé en début de journée, une forme de basculement culturel, basculement philosophique dans les années 60, mais qui remonte à bien avant, où nos sociétés basculent dans la logique de l'IVC, c'est-à-dire l'interruption volontaire de civilisation. Avec cette idée que la culture ne doit plus être transmise, parce que cette culture est porteuse elle-même de préjugés. En fait, elle est porteuse d'une civilisation qui a fait tant de mal dans l'histoire que cette civilisation, nous devons la déconstruire pour émanciper l'être humain. Donc, on est dans cette idée que plus l'école déconstruira et plus elle émancipera. Et plus elle transmettra la culture, plus elle transmettra une certaine idée de la civilisation, de la culture générale, et plus elle aliénera. Dès lors, on se retrouve dans ce moment... Et là, la France a fourni quelques penseurs en la matière qu'on aurait pu oublier, je pense Mérieux, Touraine, ainsi de suite. Des gens qui ont dit l'école n'a pas pour fonction de transmettre justement une forme de fond culturel toujours actualisé, mais doit porter une pédagogie de l'épanouissement de l'enfant en l'arrachant toutes les déterminations possibles, notamment les déterminations de la culture, pour que le petit génie qu'il porte en lui puisse s'éclore contre les structures sociales, contre la culture, contre la civilisation, et qu'il devienne enfin lui-même. Mais on oublie cette chose, c'est que pour la plupart d'entre nous, devenir enfin soi-même, c'est généralement devenir rien. C'est le génie de la culture de faire de nous quelque chose, et si on est laissé à nous-mêmes, normalement, on finit au statut de larve finale. Alors, sachant que l'école a connu ce basculement philosophique
et qui s'est traduit dans une pédagogie, qui s'est traduit dans une manière de pratiquer l'école, de pratiquer l'enseignement, sachant par ailleurs que nos sociétés, sur le mode de l'apprenti sorcier, ont décidé de consentir à des vagues migratoires, je suis désolé de le mentionner, mais c'est important, qui ont transformé complètement ce que veut dire avoir devant soi une classe. C'est-à-dire le fond de culture partagée qui permettait d'aller plus loin, n'est plus nécessairement présent dans une classe. Et ce qu'on nomme quelquefois mixité sociale à la manière d'un idéal désirable, c'est quelquefois la volonté finalement d'abîmer tout le monde en même temps, en imposant, au nom d'une conception un peu fantasmée encore une fois de l'égalité, en imposant sur le mode de l'ingénierie sociale ce qu'on croit fabriquer de l'égalité, et dans les faits, on tue la possibilité même de la transmission de la culture parce que le fond civilisationnel antérieur n'est plus présent. Alors ça, c'est le point de départ. Donc, cette école, voudrait-on la restaurer, que les conditions de la restauration de l'école Troisième République, telle qu'on a tous d'une manière ou l'autre dans notre esprit, cette restauration ne fonctionnera pas. J'ajoute par ailleurs, et là c'est probablement là que je suis nord-américain vraiment, j'avoue non seulement ne pas comprendre exactement ce qu'on entend par république, mais je confesse aussi un scepticisme marqué envers la nécessité de faire de l'égalité à tout prix. Je ne sais pas pourquoi la liberté devrait conduire à l'égalité nécessairement. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense que la fonction de l'État dans une société, c'est oui l'égalité juridique, évidemment, l'égalité des armes, mais ça relève des chartes de droit et d'une institution qui n'est pas l'État. Donc l'égalité en dignité des êtres humains. L'égalité juridique, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune forme de statut privilégié accordé à l'un ou l'autre selon le sexe, la race, et ainsi de suite. Donc ça, une égalité juridique véritable, une égalité libérale. Pour ce qui est ensuite de la recherche de l'égalité, je confesse, mais peut-être encore une fois bien nord-américain, puisqu'en Amérique du Nord, par ailleurs, la passion de l'égalité existe encore. Tocqueville est passé par là, il a vu 2-3 choses. Je confesse ne pas la rechercher. J'y suis même indifférent et souvent hostile. C'est-à-dire que je pense qu'il est légitime que... Donc, il y a l'égalité juridique de base, il y a l'égalité des armes, l'égalité... Ça, je l'entends. Mais ensuite, ce n'est pas la fonction de la société de fabriquer de l'égalité à tout prix. La société a pour fonction, assurément, d'assurer de lutter... En fait, c'est Aron qui disait « Je ne lutte pas pour l'égalité, je lutte contre la misère ». Donc, lutter contre la misère me semble une chose tout à fait fondamentale. Permettre un accès globalement égal, ou à tout le moins globalement disponible à tous, aux biens sociaux élémentaires que sont, par exemple, l'éducation, la santé, me semble aussi relever du bon sens. Pour le reste, la passion obsessionnelle et névrotique de l'égalité, qui consiste globalement à couper tout ce qui dépasse, ne me semble pas de bon conseil politiquement. Et dès lors, si je me suis rallié, mais je donne un peu la conclusion de maintenant, mais je donnerai ensuite le chemin, si je me suis rallié un peu tardivement à ce qu'on appellerait la liberté scolaire, ce n'est pas du tout par souci de l'égalité, c'est par le souci du canot de sauvetage, ce qui n'est pas la même chose. Alors, j'entends par là que la recherche obstinée de l'égalité dans les faits, encore une fois, c'est un mot un peu, c'est que quelquefois on est prisonnier d'un mot et on est obligé de le prononcer sans cesse pour montrer qu'on est un bon être humain, mais ce mot, à l'école, à partir de certains seuils, devient fondamentalement contre-productif. Et dès lors, je pense qu'il faut se détacher de cette fiction égalitariste, parce qu'en sachant qu'en dernière instance, elle contribue à abîmer le savoir et abîmer la connaissance en nous obligeant à fonder toujours sur le plus petit dénominateur commun. Donc, c'était appelons ça une note de bas de page dans mon propos pour dire que la question de l'égalité n'est pas celle qui m'obsède le plus. Je reviens sur les ministères de l'Éducation, et ça, c'est pas que français. On pourrait dire que dans l'ensemble des pays occidentaux, plus il y a eu une centralisation du système éducatif, plus l'éducation est devenue le fruit d'un ministère très vertical et quelquefois sur le mode avec un politburo interne et une volonté théoriquement d'égaliser les chances en éducation. On a très souvent basculé dans la logique de l'ingénierie sociale. Donc l'école ne devait plus servir à transmettre la culture, le savoir, tout ça. Elle devait non seulement servir à déconstruire, comme je l'ai dit, pour émanciper l'individu de la pesanteur de la société, de la pesanteur du passé, mais à terme, l'école, sans surprise, s'est mise à vouloir implanter quelque chose d'autre. Il y avait la culture, elle a liquidé la culture. Maintenant, il s'agit désormais d'implanter quelque chose d'autre. Et c'est le fait que l'école, un peu partout en Occident, et ce n'est pas une exclusivité française, fonctionne désormais sous le mode, bien souvent, non pas de l'éducation, mais de la rééducation. Donc, avec des programmes très idéologisés,
des programmes très orientés, des programmes qui visent à construire un nouvel homme nouveau en quelque sorte, l'homme diversitaire aujourd'hui, l'homme inclusif, l'homme sans préjugés. On porte un programme qui détourne de la culture générale, et même je dirais que la culture générale ne peut survivre quelquefois dans ce système que sur le mode de sa nécessaire critique. Donc globalement, je dis souvent de manière un peu imagée, vous arrivez à l'université, vous faites votre, vous diriez en France un master, je pense au Québec une maîtrise, donc on rentre à la maîtrise je prends littérature et on fera un truc, par exemple, présence de la transphobie chez Proust. Ou quelque chose du même registre je sais pas, de l'inégalité de genre biaisé épistémologique chez Kant, quelque chose comme ça. Donc, globalement, le savoir ancien doit survivre pour être déconstruit, pour en faire le procès. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, évidemment, ici et là, des îlots de connaissances, qu'il n'y a pas des professeurs remarquables qui font leur travail. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des départements qui sont moins contaminés que d'autres dans les universités. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des écoles qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais globalement, la culture classique a été réhabilitée, mais négativement dans l'esprit public, sur le mode, vous devez la mentionner pour en faire le procès, en quelque sorte. Et ça entraîne une forme de, je reprends une formule souvent utilisée, mais de décivilisation et surtout de déséducation, portée souvent par le système scolaire. Donc, on a ce mammouth, ce ministère centralisé qui veut piloter la fabrication d'un nouveau peuple, qui est dans une logique d'ingénierie sociale sous le signe de l'utopie nouvelle, qui considère que l'école est son laboratoire, il ne lâchera pas ce laboratoire. Et comme on le voit dans toutes les sociétés contemporaines, par ailleurs, ce mammouth est un mammouth bureaucratisé, surbureaucratisé, un immense pouvoir qui ne fait que se développer et on chercherait à contenir son développement, qu'on n'y parviendrait pas. Donc, pourquoi, comme d'autres, j'en arrive, mais par un chemin qui est celui de la déception, vers le chèque scolaire, par exemple, vers globalement, la maximisation de l'autonomie possible et de la liberté dans les écoles, ce n'est certainement pas pour la passion de l'école en retrait du monde, mais c'est tout simplement parce que je pense que ce système, globalement, à moins de je ne sais quel événement politique inattendu qui nous ferait dire bravo, c'est le salut public, c'est le salut national, finalement, il a été possible de renverser la tendance. J'espère la venue d'un gouvernement X, Y ou Z, je ne sais lequel, qui serait capable, chez vous, chez nous, dans nos différents pays, de nous extraire de la matrice techno-progressiste. Mais en attendant que ça arrive, je pense qu'on a tout simplement besoin de canaux de sauvetage. C'est-à-dire, le système est une machine à produire globalement de la médiocrité ou de l'idéologie. Donc, dans la mesure du possible, il faut créer les conditions institutionnelles pour pouvoir s'en extraire, créer les conditions institutionnelles pour que des écoles puissent faire un pari tout autre, qui est celui, je dirais, de renouer avec l'idéal que je prêtais à l'école de la Troisième République, mais appliqué désormais sous le principe de l'école libre. Donc, faire en sorte qu'il y ait de multiples îlots, de multiples canaux de sauvetage, pour qu'il soit possible, en différents lieux, de faire survivre un certain idéal de civilisation qui ne sera plus porté par le régime diversitaire dont j'ai l'occasion de parler à quelques reprises. Donc, pourquoi le chèque scolaire dans une telle logique? C'est que ça donne les moyens concrets du contournement du système. C'est-à-dire, ça donne à chacun la possibilité, regarde, le système est là, mais tu as le chèque, tu peux fuir, et si vous êtes nombreux à fuir en même temps avec un même idéal d'école dans votre territoire, vous aurez l'occasion de fonder une école d'une manière le plus libre possible, évidemment des paramètres généraux, ça va de soi, mais le plus libre possible pour être capable justement de vous arracher à la fois aux pédagogies imposées d'en haut, de vous arracher quelquefois une conception délirante de l'égalité sous le signe de la mixité X, Y ou Z, la possibilité d'avoir une transmission de culture exigeante, la possibilité de restaurer une certaine anthropologie s'il le faut. Donc, autrement dit, la liberté scolaire, non pas sur le mode de l'enthousiasme libéral, bien que je ne lui sois pas toujours étranger, mais la liberté scolaire sur le mode, il faut bien trouver une manière de s'en tirer. Et je crois que dans les sociétés qui sont les nôtres, c'est cette logique, la défense de l'école privée, c'est la possibilité, on le voit, je le vois au Québec, je le vois en France aussi, les parents ne s'enthousiasment pas à l'idée de dépenser beaucoup plus d'argent pour envoyer leurs enfants dans une école alors qu'ils se font déjà dévaliser par l'État. Moi, j'aime dire, qui paie ses impôts, vole sa famille. Eh bien, de la même manière, la logique kleptocratique fait en sorte qu'on se fait déjà dévaliser et en plus, le peu qu'il nous laisse, on devrait l'utiliser pour faire ce que l'État ne parvient pas à bien faire. C'est ainsi. Cela dit, je pense que cette logique du canot de sauvetage est une logique de l'éthique individuelle dans les circonstances. C'est-à-dire,
les individus, les familles, autant que possible, doivent chercher à s'arracher au désastre planifié et bureaucratique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas ensuite une politique scolaire à mener qui serait fondée, je n'en doute pas, sur la maximisation de la liberté scolaire, avec des cadres évidemment civilisés pour s'assurer que l'école demeure école, mais je pense que c'est cette logique qui nous conduit aujourd'hui, plusieurs, pas tous, mais dans mon cas tout le moins, à me réconcilier avec une idée qui n'était pas mienne il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire une liberté scolaire maximale pour être capable tout simplement de s'arracher à un système qui sinon nous entraîne tous à la perte et dans sa perte. Merci. Alors je pense qu'il y a beaucoup dans la salle de gens qui ont une éthique individuelle de créateurs de canaux de sauvetage. Et c'est d'ailleurs la raison qui nous rassemble ici, et c'est la raison d'être de la Fondation Kairos. Bérénice Levet, en tant que philosophe, passionné d'anthropologie, comment est-ce que vous réagissez à ce mouvement qui viserait à la fois éviter l'interruption volontaire de civilisation et d'autre part à considérer qu'il ne faudrait pas, au nom de la lutte contre le déterminisme, abolir l'excellence, la transmission, ce qui est un peu le constat qu'on fait depuis ce matin. Alors, en effet, bon, je vais sans doute retrouver bien des points que Mathieu Bock-Côté a soulevés, mais bon, finalement, peut-être que l'idole progressiste à laquelle je vais m'attaquer est plus celle de la liberté, précisément. Alors, évidemment que je partage entièrement la critique, ou du moins toutes les réserves à l'endroit de cette obsession égalitaire qui m'est aussi indifférente qu'à Mathieu. Mais ce qui m'intéresse, c'est précisément qu'on essaye de repenser cette notion de liberté, parce que, alors, ce que je propose, mais c'est un apparent paradoxe, mais c'est que finalement, si moi aussi je me rallie volontiers à la solution de la liberté pour l'école, c'est précisément pour inverser les choses et permettre de relier, de rattacher ces individus qu'on a émancipés, qu'on a soustraits à tout héritage, parce que effectivement, bon, dans mon crépuscule des idoles progressistes, j'avais sous-titré un paragraphe dans le chapitre consacré à l'école, transmission, collaboration. Donc c'était exactement cela, c'est-à-dire c'est l'état d'esprit qui domine l'éducation nationale, c'est que fabriquer des héritiers, c'est fabriquer des collaborateurs d'une civilisation de part en part coupable. Et quand les classiques sont encore inscrits au programme, quand ils le sont, c'est en effet pour instituer les élèves en tribunal des flagrants délits de sexisme, de misogynie, de racisme, etc., des grands hommes du passé, que ce soit dans l'enseignement de la littérature, de l'histoire. Et donc, je partirais de ce péché moderne par excellence, du péché progressiste, qui est d'avoir prêté des vertus, toutes les vertus, à la désaffiliation, à la déliaison, avec pour résultat, eh bien, ce que nous avons sous les yeux, des particules élémentaires, des âmes errantes, flottantes, alors des êtres que l'on n'entretient jamais que de leurs droits et jamais de leurs devoirs, alors qu'en définitive, ce sont les devoirs qui vous lient, vous attachent, donnent un sens, dans la double acception du mot, c'est-à-dire une signification et une direction à une existence. Et j'aime beaucoup dans ce mot d'attachement, des êtres attachés à quelque chose, eh bien la dimension affective que renferme le mot. Évidemment, vous connaissez sans doute le mot de Simone Veil, qu'il n'est rien de plus laid qu'un peuple sans fidélité. Eh bien, des individus sans fidélité sont tristes à mourir. Et puis, ce qui m'amuse dans les diagnostics, enfin, si on peut dire amuser, mais dans le diagnostic qui est fait aujourd'hui et l'inquiétude quant à la santé mentale de notre jeunesse, je crois que nous le saurions à moins, parce que cette jeunesse, en effet, qu'on a déliée de toute histoire, de tout passé, de toute épaisseur historique, de toute langue, eh bien, évidemment, se retrouve vide. Et alors, j'aime à citer un mot de Voltaire qui disait « Ils se sont fait dévots de peur de n'être rien ».
Et effectivement, la pédagogie progressiste, la promesse qu'elle a tenue, c'est effectivement de fabriquer des êtres qui ne sont rien. Mais comme la nature a horreur du vide, il a fallu qu'il le comble, d'où cette identification victimaire. Donc ils sont devenus dévots, mais ils sont surtout devenus victimes. Ils sont devenus femmes, trans et tout le registre des identités au travers desquelles désespérément ils se cherchent. Alors que la seule identité, c'est pourquoi je bataille contre les fameux républicains universalistes qui parlent de tenaille identitaire et renvoient dos à dos l'identité, j'aime mieux à dire la personnalité française, l'identité française, mais la personnalité française, parce que c'est une histoire, c'est une épopée, c'est une chronique. Et puis, donc, d'un côté, cette identité nationale et les identités multiples. Non, les identités multiples, elles font de vous un atome, alors que le seul ciment d'un peuple, c'est précisément l'identité nationale, l'histoire française, la littérature française, la langue française, et une école qui serait vaillante, eh bien, reprendrait en charge cette mission. Mais ça, je vais revenir plus directement. Alors, si vous voulez, il se trouve que je relisais Pompidou, et dans le Nœud gordien, il dit, donc nous sommes en 1974, et Pompidou écrit « Je suis profondément convaincu que pour un pays comme la France, nous sommes à la fin d'une période de libération. Depuis 20 ans, vous vous rendez compte, on était en 74, donc en gros, il datait les choses même de la moitié de 54, 55, toutes les contraintes traditionnelles et religieuses, toutes les contraintes traditionnelles, religieuses, familiales, sociales, sexuelles, se sont non pas atténuées, mais effondrées. Et donc, finalement, il invitait à non pas continuer de glisser sur cette pente de la déliaison, de la prétendue libération, et au contraire, peut-être de travailler à retisser des fils. Je crois que nous en sommes plus que jamais là. Et mon grand combat est contre cette idole de l'émancipation. Je ne sais pas, vu dans le contexte qui est le nôtre, alors que discuter la loi en faveur de l'euthanasie, si certains d'entre vous ont entendu et lu cette tribune du grand maître du Grand Orient de France disant que la France est en retard, le moment est venu d'émanciper notre mort. Donc vous voyez, vraiment on coupe un à un tous les fils qui nous relient à des réalités autres que les nôtres. Et bon, c'est toute l'analyse arendtienne d'Hannah Arendt, où finalement la modernité est placée sous le signe de cette rébellion contre toute forme de données. Données naturelles, devenir comme maître et possesseur de la nature, mais les écologistes s'arrêtent là. Mais le donné contre lequel nous avons d'abord bataillé, c'est le donné culturel, civilisationnel, et nos grands hommes, nos statuts en savent quelque chose. Et Arendt, dans sa préface, c'est extraordinaire, parce que si vous voulez, dans son journal de pensée, je ne sais plus, au début des années 50, je crois, elle écrit, Heidegger se trompe, l'enfant n'est pas jeté dans le monde, il est escorté, il est accompagné. 58, elle écrit le prologue à la condition de l'homme moderne, à The Human Condition, et elle observe que c'en est fini, qu'effectivement l'enfant est abandonné dans le monde. Il n'est plus escorté. Et entre-temps, je suis tombée sur la magnifique préface que La Fontaine donnait à ses fables, et il a exactement l'image arendtienne qui est de dire naître, c'est entrer dans un monde qui était là avant nous et qui est appelé à demeurer après nous, dont nous allons avoir en tant qu'adultes à répondre, que nous aurons à transmettre, dont nous devrons répondre devant les morts, nos ancêtres, devant les vivants et devant ceux qui naîtront après nous. Et La Fontaine écrit, l'enfant étant un nouveau venu, il nous faut lui apprendre à connaître tout ce qu'il va, et à nommer, et à découvrir tout ce qu'il va rencontrer. Donc si vous voulez, bon, évidemment, ce sont des truismes, mais nous en sommes là. Je suis absolument convaincue que le politique dont nous avons besoin, c'est quelqu'un qui prendrait pour enseigne le titre du livre du sociologue Raymond Boudon, Renouveler la démocratie, éloge du bon sens. On ne demande rien de spécialement qui demande une invention particulière. Il s'agit simplement de retrouver le sens anthropologique
oui, le sens de l'humain. Alors, naître, c'est entrer dans un monde, et ce monde... Alors, et si vous voulez, c'est là qu'est la double mission de l'école. Et ça, Arendt, c'est quand même vraiment le grand penseur qui tient mais un magnifique équilibre entre les deux. C'est que l'école a une double mission, celle d'assurer la continuité historique d'une civilisation. Et je vous citerai, pour aller dans ce sens, une phrase de Werner Jaeger qui m'accompagne depuis extrêmement longtemps, c'est que précisément par rapport à cette mission, il disait que toute civilisation qui avait atteint un certain degré de maturité ne pouvait finalement aspirer qu'à cela. Je vous le lis dans Paideia, hein. Chaque peuple qui atteint un certain stade de développement se voit amené à pratiquer l'éducation. L'éducation est le moyen par lequel une communauté sauvegarde, transmet ses caractères physiques, c'est intellectuel. Là aussi, c'est le minimum vital, effectivement, pour une civilisation. Donc ça, c'est un des piliers de l'école. Et Arendt dit, l'école, l'éducation est le lieu où se décide si nous aimons suffisamment donc notre monde, c'est-à-dire notre civilisation historiquement constituée, sédimentée, et si nous aimons suffisamment nos enfants, c'est-à-dire si nous ne les abandonnons pas au présent. Parce que, et c'est là, quand je vous dis, on s'étonne de la santé mentale de notre jeunesse, mais qu'avons-nous fait avec cette jeunesse? J'aime à utiliser cette image. On l'a incarcérée dans la prison du présent, parce que le passé, c'est à la fois des racines, c'est aussi un levier pour inquiéter les évidences du présent, les évidences de la caverne. Or, l'éducation nationale n'a plus qu'un souci, c'est de se faire la chambre d'écho des évidences de la caverne, dont résonne la caverne. Donc, incarcérés dans la prison du présent et incarcérés dans la prison de leur moi, auquel sans cesse nous les renvoyons. Or moi, je sais qu'en tant que professeur, même des étudiants, j'en ai certains qui me sortent, mais madame, ça fait des années que je suis dyslexique. Oui, voilà. Mais je leur réponds tout simplement, je ne veux rien en savoir. Je ne veux rien en savoir. Je vous demande de tendre justement vers ce qui est grand, et tout ça, vous vous oubliez. Vous vous mettez entre parenthèses. Comment nous sommes formés? Mais on s'est oublié. Quand, en tant que professeur, on arrive dans notre salle, mais parce que pareil, ils me disent aujourd'hui j'avais une migraine, je ne sais quoi. Les gens disent moi j'ai jamais de migraine. Si, mais à partir du moment où on est au service des grandes œuvres, j'enseigne la philosophie et littérature et je leur enseigne notamment le grand siècle. Je peux vous dire que toutes les migraines, elles passent devant Corneille et Racine, mais pas pour eux manifestement, parce qu'on les a tellement habitués à se soucier de savoir s'ils allaient bien, s'ils n'allaient pas bien. Moi, je sais une chose, c'est que quand j'ai contracté cette passion des grandes choses, mais tout était mis entre parenthèses de mon moi, et je recevais. Et c'est tout ce que je demande. Si vous voulez, ça aussi, c'est une chose qui m'inquiète beaucoup, c'est que, finalement, mais là, on retrouve le grand thème de la modernité, nous sommes devenus incapables de simplement recevoir. Recevoir, ce serait une offense faite à notre liberté, une offense faite à notre... J'ai trouvé chez Lévinas une phrase justement très inquiète aussi par rapport à cet esprit de la modernité. Il dit le moderne ne peut plus admettre d'adhésion sans adhérence. C'est-à-dire qu'il faut donner son consentement à tout. Mais non, on reçoit, on vit dans la lumière de Corneille, des vers de Corneille, de Racine, de Bossuet. Même Bossuet, j'ai réussi à leur donner le goût. Alors, je reviens, si vous voulez, à ce deuxième pôle de l'enfant. Et Arendt, à ce qui semble un paradoxe magistral, elle dit que pour préserver la nouveauté dont l'enfant est porteur, ce miracle, il peut effectivement être celui qui va sauver le monde, ou en tout cas l'empêcher de se défaire, eh bien, il faut que l'école soit entièrement conservatrice, entièrement tournée vers le passé, je vous dis, pour précisément qu'il ne soit pas incarcéré dans le présent. Mais si le passé, vous leur transmettez ou vous le mettez en scène à la manière de la comédie française, c'est-à-dire que vous l'actualisez. Vous perdez toute cette fécondité des œuvres du passé qui ne nous sont des richesses et des nourritures que précisément parce qu'elles nous parlent d'une autre modalité de penser et d'habiter ce monde. Et si vous comblez cet écart,
les vertus prétendument libératrices, parce que les vertus véritablement libératrices, mais parce que les professeurs de l'éducation nationale n'ont qu'un mot à la bouche, l'esprit critique, confondant que kritéin en grec, ça veut dire séparer, distinguer, discriminer, donc ne pas égaliser, et donc l'esprit critique, et il nous parle sans cesse de la culture émancipatrice. Moi, je ne vois pas de quoi elle les émancipe, puisque le passé, ils le reconduisent sans cesse au présent. Donc ça n'émancipe plus de, ça ne libère, ça n'affranchit plus de rien. Alors, donc ça, je vous l'ai dit. Alors, je ne sais pas que je passe trop de temps, mais... Oui. Il nous reste plus beaucoup de temps, pardon. Très peu de temps. Mais... Alors, je vais aller vite, simplement. Là, c'est rapide. Je ne voudrais pas vous déloger de la chaire. Je ne sais pas si c'est la chaire universitaire ou la chaire de Bossuet, mais... Oui. J'ai toujours un côté un peu prédicateur, en effet. Je le sais. Bon, juste un mot, et puis je veux absolument finir sur Philippe Roth et Simone Veil. Mais revenu aussi le mot de Burke, qui nous dit à nous, au moment de la Révolution française, vous avez mal commencé parce que vous avez commencé par mépriser tout ce qui vous appartenait. Vous avez cru pouvoir vous établir en vous passant de tout capital. Et loin de nous laisser instruire par ces mots de Burke, qu'est-ce que l'on a fait? Nous le répétons à l'échelle de l'enfant. Donc, essayons en effet la liberté, précisément pour relier, rattacher la jeunesse, pour lui donner à connaître, à comprendre et à aimer la civilisation dont elle va devenir et sociétaire et citoyenne, à laquelle elle va participer et dont elle va devoir répondre à son tour. Oui, quand je vous disais qu'on institue la jeunesse en tribunal des grands inquisiteurs, et les professeurs, avec beaucoup de complaisance, se font, eux, les greffiers donc, des fautes, des crimes et délits français, et puis les livres d'histoire, les livres de littérature, eh bien, sont les minutes d'un long procès qui jamais n'en finit. Alors, je regarde ça. Donc, bon, il faut leur rendre une mémoire, une histoire, etc. Et alors, je termine simplement. C'est que je voudrais que tout professeur soit animé par cette passion. Et je vous lis Simone Veil. Tellement c'est beau et c'est cela qui doit nous porter. Une âme jeune qui s'éveille à la pensée, a besoin du trésor amassé par l'espèce humaine au cours des siècles. Et Philippe Roth, qui parle de ce temps de l'éducation, de ce temps de la formation, où l'esprit, je vous le cite, se transforme en un arsenal de livres et où l'on peut, pour peu que l'on soit jeune, sauter de joie à tout moment. Et je veux que cette jeunesse, elle puisse encore sauter de joie en découvrant, en effet, Flaubert, Stendhal, Balzac. Balzac qui disait qu'on poussait dehors d'autant plus aisément les grandes choses qu'on ne les comprend plus. Donc, à charge pour nous de les faire comprendre et de montrer en quoi elles sont. Parce que c'est ça qui est important. C'est que Mathieu Bocoté le disait, la finalité des choses, c'est pas de s'épanouir, c'est de pouvoir accomplir la vocation proprement humaine, en entendant bien dans le mot vocation désormais galvaudé, que nous sommes appelés, justement, nous sommes appelés en tout cas, c'est le mot de Montaigne aussi, nous sommes nés à quêter la vérité, le vrai, le beau et le bien. Et c'est la seule chose, c'est comme ça que vous ferez des âmes aristocratiques, surtout pas démocratiques. Surtout pas. Alors, je ne doute pas que ces trois passions vont susciter des réactions. Je retiens quand même que la liberté dans les années 70, que constatait Georges Pompidou, c'était de s'émanciper de la transmission, et qu'aujourd'hui, la liberté, c'est celle d'aller retrouver la transmission et de s'en émerveiller. Alors, deux questions. Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Fitoussi, je dirige des écoles privées hors contrat depuis 30 ans, donc j'en ai vu passer. Alors, je suis un peu sceptique sur les solutions que vous posez de la liberté, parce qu'aujourd'hui, la liberté commence déjà par la transparence des règles. Et en France, la transparence des règles n'existe pas. En fonction de l'individu, il ne passe pas le même examen.
Vous n'entendez pas? Oui, pardon. Je disais qu'en fonction de l'élève, on ne passe pas le même examen. Quand on est dans un lycée privé sous contrat, on est noté par ses professeurs. Lorsqu'on est lycée privé hors contrat, on passe des épreuves supplémentaires qu'il n'y a pas dans le sous-contrat et dans le public. Vous connaissez tous les réformes. Et donc, monsieur, même votre chèque éducation ne suffira pas. Pourquoi elle ne suffira pas? Parce que si vous donnez aujourd'hui un chèque de 10 000 euros à une famille pour dire allez dans un privé hors contrat, elle dira non. Ben, les règles ne sont pas les mêmes que dans un privé sous contrat ou dans un public. Donc la liberté déjà passe par la transparence, par des règles de jeu transparentes, par des règles de jeu identiques pour tous, ce qui n'est pas le cas. Les élèves qui passent le brevet en troisième dans un sous-contrat n'ont pas les mêmes épreuves qu'un hors-contrat. Donc, toutes vos préconisations qui consistent à donner de la liberté à l'école ne sera possible que lorsque déjà toutes les copies seront anonymes, que tous les oraux seront anonymes, que lorsqu'un élève se présente, on ne sait pas d'où il vient, que la grille de notation soit la même, que ce soit à Paris ou à Lyon, et que toutes les épreuves soient identiques pour tous les élèves. Et là, effectivement, on règle le problème du déclin de l'école. Parce que tout le monde sera sur la même ligne de départ, et la ligne d'arrivée sera très claire. Tant que le système est aujourd'hui organisé par l'État, qui modifie les règles en fonction du statut de l'enfant, s'il vient d'un hors-contrat, d'un sous-contrat, si le sous-contrat s'autorise à noter lui-même son propre élève, les règles sont biaisées et la liberté n'existe plus. Non, je pense qu'on est... Je pense que votre constat est partagé. Ça démontre que le système très fragmenté aujourd'hui, Chantal disait tout à l'heure qu'il y avait une forme de hiérarchie de la méfiance. Il n'existe pas que sur le financement, vous avez raison, il existe aussi sur l'égalité ensuite de la sortie, sur la manière dont on collationne les grades et dont on reconnaît les qualités et les performances de chaque élève. Absolument. Bonjour, Emmanuel Fayad. Je dirige un établissement bilingue international qui va de la maternelle au lycée. On a plus de 40 nationalités. Donc les débats, j'ai un peu comme comme Mathieu Bock-Côté, une approche plus internationale. Alors je sais pas si c'est l'anglo-saxonne ou francophone, mais c'est un autre sujet. Nous on est bilingue, comme ça on ne se pose pas la question. Aujourd'hui, il y a le patron de je ne sais plus quelle fédération tout à l'heure qui disait on laisse la liberté aux parents. Encore faudrait-il que les parents comprennent ce que c'est que l'éducation, soient capables de faire la différence entre différents systèmes éducatifs. Moi, j'ai plus de 40 nationalités. Quand vous parlez avec des Indiens, c'est pas la même chose que si vous parlez avec des Japonais. Quand vous parlez avec des Canadiens, alors les Canadiens, il y a les francophones d'un côté, il y a les anglophones de l'autre. Chaque État au Canada a son approche académique. Donc, encore faudrait-il... moi, je pense que dans mon approche un peu, comment dirais-je, provocatrice, je pense que 90% des parents sont ce que j'appelle des incultes pédagogiques. C'est-à-dire qu'ils sont incapables, ou ils ne cherchent pas, ils ne sont pas bêtes, ils ne cherchent pas à comprendre les différences. Donc c'est bien de dire la liberté. Encore faudrait-il que les gens soient capables de la saisir, cette liberté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je crois qu'on ne refondera pas l'école si on ne pose pas la question de l'école, pourquoi faire? Et effectivement, que ce soit les professeurs, les parents, et surtout, la première distinction à établir est entre l'instruction et l'éducation. L'éducation revient à la famille, l'instruction nous revient à nous, professeurs. Donc déjà, si les parents acceptent ce partage des tâches, et ensuite, c'est pour ça que je vous dis les deux piliers sur lesquels l'école doit reposer, et une certaine, toute école, c'est Claude Lefort l'avait magnifiquement écrit, pourtant je ne suis pas toujours Claude Lefort, mais je vous conseille vivement l'essai qu'il avait consacré à l'école, mais toute école implique une certaine idée de l'homme. Donc, quelle idée de l'homme nous porte? Je vous dis, soit un être qui est simplement au présent, qui est donc on fait des animations, d'écologie et tout ce que vous voulez,
ou alors un être qui est tendu vers le vrai, le bien, le beau. Voilà. On a déjà deux idées de l'homme où il faudrait déjà que l'on s'entende. Donc, je suis d'accord avec vous, mais ce n'était pas ma question. Ah bon? Ma question, c'était donner la liberté de choix d'un système éducatif et d'une école aux parents. Encore faudrait-il qu'ils sachent la différence, qu'ils comprennent la différence. Et sur l'instruction et l'éducation, je suis totalement en phase avec vous. Opposé. Tout à fait. Mais pourquoi choisir une école qu'est-ce qui fait la différence entre deux systèmes éducatifs différents entre systèmes. Je parle même pas. Pour moi, privé sous contrat, c'est pareil que public. De toute manière, c'est le même prof, c'est le même programme. Et un directeur d'école ne peut pas choisir ses profs. Donc, pour moi, c'est blanc, bonnet blanc, si ce n'est qu'il c'est un peu plus sélectif d'un côté au niveau des élèves que de l'autre. Au niveau des professeurs, la montée l'esprit. Mais c'est pas le sujet. C'est comment. C'est comme si on va sur la démocratie. Vous dites aux gens de voter, ce qui est normal. 90% des gens sont incapables de comprendre les programmes des gens qui votent. Mais si je peux me permettre, il existe une telle chose que le bon sens, néanmoins. Notez, hein, vous dites, moi, je me méfie, en politique, je me méfie, par exemple, de ceux qui comprennent parfaitement les programmes pour lesquels ils votent. Je dirais, si au XXe siècle, si on avait donné le droit de vote seulement aux intellectuels, aujourd'hui, on parlerait tous russe ou allemand, mais assurément pas français ou anglais. Donc autrement dit, c'est que... Oui, mais ma réponse est aussi, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une telle chose en ce monde que le bon sens. Je pense que le bon sens amène le parent moyen à se dire, si mon enfant à l'école est incapable de véritablement apprendre parce qu'il y a trop soit de violence, soit l'environnement scolaire est trop instable, soit j'ai l'impression qu'il va... Bon, là, je vais être provocateur à mon tour. Je pensais qu'il allait apprendre les mathématiques. Il me revient en étant plus certain d'être un garçon ou une fille. Bon, j'exagère, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une telle chose que le bon sens, si on constate qu'un système exagérément bureaucratisé, qui est fondé, je crois, je le disais, sur une forme de faille philosophique dans sa conception de l'éducation, une forme d'erreur anthropologique, eh bien, on se dit, on va miser raisonnablement sur l'intelligence qu'a chaque parent à moyen terme, tout en sachant qu'immédiatement, les résultats ne seront pas là. À moyen terme, un système qui donne plus de liberté, plus décentralisé, qui permet au commun des mortels, finalement, de s'extraire d'un système qui, lui, de toute évidence, ne fonctionne plus. Ensuite, j'ai une vision assez pessimiste des choses humaines. Le système qui suivra aura tous ses défauts, puis on voudra un jour revenir au système antérieur. Mais pour une période significative, je pense qu'on constate l'échec des modèles centralisés, bureaucratiques, et dans notre cas, une forme de pédagogisme bureaucratique centralisé. Dès lors, c'est la possibilité de donner, comme juste pour ça, j'ai un canot de sauvetage, c'est pas le Titanic. Hein. Dans le Titanic, ça finit mal. Mais le canot de sauvetage, c'est pas un magnifique porte-avions. Le canot de sauvetage, c'est pas la possibilité d'avoir quelque chose de magnifique. Le canot de sauvetage, c'est la possibilité de donner à chacun aujourd'hui d'éviter autant que possible le désastre en se fiant sur le bon sens de chacun, tout en sachant qu'il n'est pas également distribué. C'est mon pessimisme. J'ai une question pour terminer, peut-être. Oui, parce que c'est là, ici. Donc, Cédric Page, je suis président d'un groupe d'éducation privée. Nous avons des écoles privées sous contrat, hors contrat. Et par ailleurs, nous sommes lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt France 2030 pour travailler avec l'éducation nationale sur les sujets autour des troubles neurodéveloppementaux et des troubles du bien-être. Donc, Monsieur Kéréo, qui était présent ce matin, m'avait signé une formidable lettre pour travailler sur la région académique de Paris sur ces sujets-là. Malheureusement, il a été démis de ses fonctions et son successeur finalement trouvait ces sujets pas aussi intéressants. Donc on travaille avec d'autres académies. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai une bonne vision du système éducatif français et notamment de la suradministration, de la surréglementation, de l'inertie de l'éducation nationale. Ma question est la suivante. Même si le chèque éducation que M. Bock-Côté et M. Babot recommandent semble être pas forcément la meilleure, j'ai entendu l'intervention, la meilleure réponse, c'est quand même une réponse. Et donc ma question, elle va être simple. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir ce type de réponse-là de mon vivant, ou alors... voilà. Ouais, très rapidement, et pour prendre le contre-pied de la question de tout à l'heure, si on considère que n'importe qui, à partir de 18 ans, va pouvoir participer au choix des valeurs des gens qui vont les représenter.
C'est bien ça la démocratie. Il y a, on est à l'intérieur d'une vision commune qu'on peut avoir, il y a des options et vous êtes capable de voter pour ces options. Ce vote est un signal qui va donner de la valeur et vous allez, à travers vos représentants, amener dans votre pays des options qui sont dans un sens plutôt que dans un autre. Il n'est pas normal. Il n'est pas vraiment, d'ailleurs, il est étonnant que ça nous paraisse normal aujourd'hui, que dans l'école, nous ne choisissions rien, c'est-à-dire que le menu de l'école soit un menu fixé, en dehors de nous, par des gens dont la philosophie nous échappe complètement et qui nous imposent de plus en plus par mille manières ce qui doit être imposé à nos enfants au nom de la liberté. Il ne s'agit vraiment pas de pouvoir former nos enfants à l'individualisme de la solitude tout seul et vide de ses valeurs. C'est au contraire de plus en plus la capacité, au nom de la liberté, à pouvoir justement choisir celle qu'on veut transmettre. Et c'est la liberté de transmettre, évidemment, qu'on défend. On devrait pouvoir, et je crois que le chèque éducation est un levier pour ça, pouvoir donner le signal en tant que citoyen, voilà, moi je veux appuyer tel type de projet dans l'école. Je veux que pour mes enfants, je veux tel type de projet. Alors on peut imaginer que pour le programme, il y ait quand même évidemment un socle commun ou quelque chose de minimum, mais ce serait quand même pas très compliqué d'arriver à libérer les gens, libérer les établissements, et on pourrait voir émerger des choix qui feraient florès, des meilleures pratiques qui seraient copiées. En fait, ce serait mettre de la concurrence dans un système où elle a été entièrement, où cette concurrence a été entièrement interdite, où elle n'est quasiment plus possible. Donc je crois que ce ne serait évidemment pas la panacée, mais ça pourrait permettre certaines choses. Encore faudrait-il pour ça qu'on ait une notion de l'égalité qui ne soit pas seulement l'égalité probablement en acte, que ce soit bien sûr l'égalité en droit, mais que ce soit l'égalité des chances. En réalité, c'est même pas ça qu'on défend aujourd'hui. C'est pas l'égalité des chances. C'est une forme de pseudo-égalité à travers une vision complètement stupide, encore une fois, de la table rase, où si on n'a pas 50% de choix des deux sexes dans chaque profession, c'est forcément qu'il y a quelque chose d'anormal. À partir du moment où on en est encore à ce niveau-là, ça prouve que malheureusement, de votre vivant, je pense que la route est encore assez longue. Voilà. On avait essayé d'être optimiste, merci. Et on va passer immédiatement, on va laisser la parole à la table ronde suivante, qui va notamment parler de l'autonomisation des établissements publics, puisque l'enjeu est aussi de l'évolution de l'école publique. Merci.